Bonjour YouTube, bienvenue dans cette deuxième partie de stream sur les questions d'actualité au gouvernement commentées. Ah, c'est Gérard Larcher ou pas? J'arrive pas à voir. Oui, c'est Gérard. J'espère que vous allez bien. On quitte une séance à l'Assemblée nationale qui s'est plutôt bien passée. Voilà. Et on espère qu'on n'aura pas trop de dingueries du côté du Sénat. Du moins pas comme la semaine dernière. Hein. Voilà. Écoutez, on espère que ça va bien se passer. Si vous voulez nous rejoindre et suivre en direct les QAG et ne pas regarder les VOD qui sortent avec un peu de différence par rapport au direct, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est en stream tous les mercredis sur les QAG à partir de 13h45 jusqu'à 17h. Notre ordre du jour appelle les questions il est malade. d'actualité au gouvernement. C'est au tour de Gérard d'être malade. Sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Cécile, abonnez-vous. À observer les N'hésitez valeurs pas à sub. essentielles, le respect bien sûr des uns et des autres, mais aussi celui du temps de parole. Un rappel pas inutile. LOL. La parole est à notre collègue Thomas Dossus pour le groupe écologiste Solidarité et Territoire. On commence avec les écologistes. Merci, Monsieur le Président. Mon groupe souhaite tout d'abord adresser ses pensées et sa solidarité au corps enseignant, une nouvelle fois attaqué cette semaine. Monsieur le Ministre, complicité, extension d'images de mineurs à caractère pédopornographique, deepfake à caractère sexuel, contestation de crimes contre l'humanité, falsification du fonctionnement d'un système de traitement automatisé en bande organisée, les motivations de la perquisition qui a eu lieu chez X France hier permettent de voir l'ampleur des problèmes posés par cette plateforme et nous nous réjouissons que la justice avance enfin. Les grandes plateformes du numérique ont pris une place omnipotente dans nos démocraties. À 6 semaines des élections municipales, à 18 mois de la présidentielle, le sursaut face aux plateformes est indispensable. Leurs patrons américains aux idéaux apocalyptiques ne cachent plus leur volonté de disloquer nos démocraties, ne voyant dans l'Europe, puissance régulatrice, qu'un avatar décadent de l'antéchrist pour reprendre les délires de Peter Thiel. Nous sommes archi-dépendants des géants du numérique. Cette dépendance expose aujourd'hui des millions d'Européens aux déstabilisations de grande échelle. Mais l'approche actuelle du gouvernement est pour le moins erratique. Elle consiste plus à restreindre les espaces de liberté en ligne qu'à faire la transparence sur les algorithmes. Je pense à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans dont l'effet de bord sera d'obliger tous les Français à déclarer leur âge ou leur identité en ligne. Je pense à la relance de votre volonté de fragiliser les messageries chiffrées et je pense enfin à la volonté de vous en prendre au VPN, si j'en crois les derniers propos de la ministre. Vous mettez en péril notre cybersécurité. La réponse au défi ne réside pas dans la limitation des libertés, mais dans la construction d'une souveraineté numérique française et européenne. Mais là encore, on demande aux fonctionnaires de renoncer à Zoom pour leur visio, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, la DGSI renouvelle son contrat avec Palantir, une entreprise au cœur du complexe militaro-industriel. Où est la logique? Alors, Monsieur le Ministre, quelle politique industrielle, quelle stratégie de souveraineté allez-vous mettre en place au niveau national, mais aussi et surtout au niveau européen, pour garantir notre indépendance en préservant nos libertés, notre sécurité et nos démocraties? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie. Ah ouais, Discord s'est fait hack. Ah, j'ai raté cette info. Et numérique, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Thomas Dossus. Vous le savez, les réseaux sociaux, quand ils sont apparus dans l'atmosphère, c'était il n'y a pas loin d'une vingtaine d'années, ils sont d'abord apparus comme des espaces de liberté nouveaux et des espaces aussi d'information nouveaux qui permettaient à des concitoyens, notamment des jeunes, qui avaient peu accès aux espaces d'information, de s'y informer. Oui, puis c'est pas comme si tous les jours, en plus, les sites français se faisaient pirater à tout va et que les identités étaient volées, enfin les données personnelles étaient volées. Les réseaux nous enferment dans des meilleures bulles, idées les au réseaux monde. Parfois nous harcèlent, les réseaux parfois conduisent des jeunes, vous le savez, à commettre des actes irrémédiables, y compris des suicides, et nous devons réagir à l'ensemble de ces dangers. Attention Roland, excessive je vais m'énerver. Notamment auprès de nos jeunes. Et puis, vous le mentionnez aussi, il crée des enjeux démocratiques parce qu'à l'occasion des élections et des échéances électorales, il crée aussi des risques de manipulation. Et ces risques, ils ne sont pas fantasmés, ils sont avérés en Roumanie. Une élection a dû être annulée du fait du rôle important qu'a joué un réseau social chinois. Aux Pays-Bas, il y a quelques semaines, des cyberattaques ont ciblé délibérément tous les partis qui étaient en... Ce qui est marrant, c'est qu'en Roumanie, on annule les élections que quand ça va dans le sens de la Russie. Par contre, quand il y a des ingérences européennes sur les élections roumaines, on maintient les résultats. Respectant la liberté individuelle, mais protégeant nos concitoyens et notamment protégeant nos jeunes enfants. C'est l'équilibre que le gouvernement souhaite
mettre en œuvre. Alors oui, évidemment, nous souhaitons interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et vous l'avez vu, on n'est pas les seuls. Depuis que la France a adopté cette loi de manière provisoire à l'Assemblée la semaine dernière, l'Espagne, le Portugal et d'autres souhaitent nous y rejoindre parce que c'est avéré, nos jeunes aujourd'hui font face à des dangers majeurs. Et pour autant, il faut le faire Et dans pas un du cadre tout les européen. adultes, hein, bien sûr. Et vous l'avez raison, il faut à la fois protéger les utilisateurs et... C'est pour ça que les arnaques sur les réseaux sociaux ne touchent que les mineurs, c'est bien connu. Les perquisitions auxquelles vous avez mentionné, mais aussi la réglementation qui doit nous permettre de protéger nos concitoyens. C'est les deux qu'on fait et c'est les deux que nous continuerons à faire. Merci. La parole est à Madame la Présidente Muriel Jourda pour le groupe Les Républicains. Présidente de commission. Par contre, je ne sais plus laquelle. Il faudrait que je revoie l'organigramme du Sénat. Je ne sais pas si je dois adresser ma parole à Monsieur le ministre de l'Intérieur ou à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, puisque je souhaite aborder la thématique de l'immigration. Oh là, en 2025, les le Républicains, ministère de l'Intérieur, et pour ne pas le dire, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a obtenu de bons résultats en matière d'éloignement, qui ont augmenté d'environ 30%, en matière de régularisation, qui ont baissé d'un peu plus d'un tiers, en matière de naturalisation, qui elles aussi ont baissé d'environ 15%. Parallèlement, nous n'avons jamais délivré autant de titres de séjour et nous n'avons aussi délivré beaucoup de visas. Or, si l'on part du principe qu'un titre de séjour est délivré lorsqu'un visa l'a été préalablement et que les visas sont à la main du ministère des Affaires étrangères, nous avons le constat d'une politique qui est totalement incohérente. Comment y remédiez-vous en 2026 ? Ah, c'est déjà fini. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, Monsieur Laurent Nunez. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, les résultats en matière de reconduite forcée sont excellents en 2025. Ils l'étaient les années précédentes. C'est un truc que je ne comprends pas des Républicains. N'oubliez pas, ils ont 2 minutes plusieurs chacun. années C'est qu'en juste matière de que reconduite sa forcée, question nous était sommes déjà finie. plutôt Moi, c'est un truc que je ne comprends pas avec les l'Allemagne. Républicains. Il est bon de Ils veulent rappeler pas ça, d'étrangers, je- mais ils veulent des je n'ai pas touristes toujours entendu. Je internationaux. salue évidemment les résultats obtenus À un moment, par mon il te faut un prédécesseur, visa, mais par mes il te prédécesseurs, faut et une carte de j'espère séjour obtenir les si mêmes. tu veux entrer en France. Concernant Quand t'es pas en Europe. Madame la Présidente, vous avez raison. Nous avons Donc un niveau de je délivrance de titres comprends pas. qui augmente, effectivement, qui augmente. On est passé à plus de 380 000 titres, essentiellement d'ailleurs du fait de l'augmentation de l'asile, plus 65%, et des titres étudiants, plus 7%. Plus 7%. Et puis, donc, vous avez raison, les visas également, sans atteindre les pics que nous avions connus dans les années 2018-2019. Les visas, pour les visas court séjour, c'est un peu moins de 3 millions. Les 4/5e sont des visas touristiques. Les 4/5e sont des visas touristiques. Et voilà. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Donc 1 sur 5 pour des ressortissants chinois qui visitent notre pays et qui aminent beaucoup de devises. Et voilà. Il faut le Merci rappeler aussi. Laurent. Il faut le rappeler aussi. Et puis vous avez aussi des visas, effectivement, les visas court séjour qui augmentent, les longs séjours, pardon, qui augmentent de 1%. Alors que... Ouh, oh, attention, immigration incontrôlée, plus 1%. Une meilleure politique des visas, dont il demandait d'ailleurs l'attribution pour le ministère de l'Intérieur, alors que vous savez qu'historiquement, c'est une compétence copartagée. Alors je vais vous rassurer sur... Peut-être pas sur le premier point. J'ai déjà Sur le trouvé mon premier titre point, de c'est que VOD. Je continue à travailler avec mon collègue du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À moins qu'il y ait une autre pour dinguerie. Mieux, et c'est le deuxième point, évidemment, mieux piloter la politique des visas et essayer de faire en sorte, sous l'autorité du Premier ministre, que nous puissions avoir une meilleure sélection dans les visas qui sont délivrés. Mais j'enchaîne aussitôt en disant... Pardon, mais ça n'a jamais été fait par le passé, d'avoir cette approche quantitative de la politique du visa, et c'est ce que nous allons faire avec mon collègue. La Présidente. Voilà, la question comme la réponse, elle pue. Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre bonne volonté. Ah ouais, c'est ça, demain ce sera un. La menée de Oh. cette politique migratoire. Oh là là. Mais je crois que Ça y est, je vais elle est angoisser. suffisamment difficile à mener. Nous le savons. Nous savons qu'il y a des engagements internationaux, des dispositions européennes, des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et également du Conseil constitutionnel qui sont des obstacles. Alors, lorsqu'il y a des éléments qui sont... Ah, les communs, instances mais qu'il européennes et le faut Conseil s'en constitutionnel saisir. sont Et des notamment obstacles. La politique des visas qui serait transférée, non pas en Elle coopération, pue encore plus, transférée cette question. au ministère de l'Intérieur, eh bien, ça permettrait, d'une part, on le sait, de pouvoir maîtriser mieux le flux entrant, ce qui est l'essentiel dans une politique migratoire, et ça permettrait d'avoir un pouvoir sur les pays qui sont récalcitrants et qui, de mauvaise foi, ne veulent pas reprendre leurs ressortissants qui sont en situation irrégulière. Et ça, et ma question aurait peut-être pu s'adresser à Monsieur le Premier ministre, c'est une question de cohérence Il de politique t'aura pas répondu. gouvernementale. Le droit est une chose, la volonté politique en est une autre, et sur cet aspect, je ne vois pas de volonté politique.
Merci. La parole est à notre collègue Patricia Schillinger pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. Merci, Les Monsieur le Président. macronistes. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Comptes publics. Madame la ministre, alors que le budget pour 2026 vient tout juste d'être adopté, je veux d'abord saluer la reprise par le gouvernement d'une grande partie des correctifs apportés par le Sénat, et plus particulièrement la réduction de l'effort demandé aux collectivités. Les 4,6 milliards d'euros initialement annoncés ont été ramenés à 2 milliards, ce qui constitue un allègement important de la contribution demandée aux collectivités. Nous pouvons nous en féliciter. Mais un problème majeur subsiste pour nos collectivités, l'effondrement des montants recouvrés de la taxe d'aménagement. Depuis le transfert de sa gestion à l'administration fiscale et le nouveau processus déclaratif, les collectivités ne perçoivent plus la taxe au fil de l'eau. Sa suppression est désormais suspendue à la déclaration effective d'achèvement des travaux. Or, dans les faits, ce fonctionnement retarde parfois, bloque la liquidation et le reversement de la taxe. Et l'impact sur les finances locales est massif. Le rendement de cette taxe a été divisé par 2 en seulement 2 ans. Au Sénat, nous avions adopté un mécanisme simple, inspiré des travaux de nos collègues Stéphane Sautarel et Isabelle Briquet, une avance de l'État financée par un prélèvement sur recettes. Ce mécanisme n'a pas été retenu dans le projet de budget adopté. Ma question est donc simple. Madame la ministre, quel dispositif de sécurisation des recettes prévoyez-vous pour 2026 et quelles mesures concrètes et opposables seront prises pour finaliser la liquidation de cette taxe pour nos collectivités territoriales? Je vous remercie. Oh tiens, tant que je vous ai, j'ai appris, il y a une seconde loi du plomb qui est en cours de préparation pour réintroduire encore plus de pesticides interdits. L'enjeu de la taxe d'aménagement, écrite par Laurent Duplomb, bien sûr. Plusieurs fois devant vous depuis quelques mois. Elle est en train de cheminer. Concret pour les budgets. On va encore avoir un été chaud. Parce que le rendement de cette taxe est passé de 2,3 milliards d'euros en 2023 à 1,6 milliard d'euros en 2024. Donc je suis, et vous le savez, pleinement mobilisé, très concrètement d'abord pour faire le diagnostic. D'abord, il y a eu 31% de baisse des mises en chantier des permis de construire entre 2022 et 2024, ce qui explique d'abord le premier facteur de baisse. Ensuite, il y a eu la réforme de 2022, comme vous l'avez dit, qui a changé la modalité de calcul et de paiement. Ensuite, il y a eu des retards pris par les contribuables qui n'étaient pas tous informés de ce changement. Et enfin, il y a eu aussi, je le dois l'avouer, un retard dans la mise en œuvre de la collecte de la taxe. Qu'est-ce qu'on fait avec mes services depuis quelques mois maintenant, très activement? 1, on informe, pour que l'ensemble des élus et des contribuables comprennent comment ça fonctionne. 2, on a fait une refonte du parcours déclaratif pour que chacun s'y retrouve et puisse bien aussi prévoir les montants demandés. 3, on a activé tous les leviers pour solder le stock des dossiers en souffrance. Nos services de la DGFiP Je suis un dossier en ont émis souffrance. 20 000 titres par semaine depuis le mois de novembre pour que nous ayons purgé... Il faudrait 200 millions pour résoudre ma souffrance. À la fin du premier trimestre 2026. Enfin, on simplifie. Dans le PLF 2026, 2 mesures majeures. D'abord, les acomptes sont maintenant demandés pour tous les projets supérieurs à 3 000 m² et non plus 5 000. Donc ça va permettre d'avoir de l'argent frais plus rapidement. Et surtout, maintenant, il y a une taxation d'office sans mise en demeure préalable pour toutes les constructions illégales ou les défauts déclaratifs persistants. Le but, c'est que les départements, les CAUE, les communes, les associations d'élus soient évidemment très impliqués dans le suivi. Je suis à leur disposition, comme à la vôtre, pour tenir compte et rendre compte tous les mois, si vous le souhaitez, de l'avancée de cette résorption de stock et donc du retour pour les collectivités des financements attendus. Je vous remercie. Ah mais l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il contribue à ne pas mourir. Je tiens à remercier pour vos réponses. Et contribue à payer les factures. Vous pouvez compter que je vais faire remonter les problématiques de mon département. Donc pour l'instant, non mais ils sont tranquilles, hein, les sénateurs. Pour le groupe Les Indépendants. Les Indépendants maintenant. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, depuis la mi-décembre, 11 nourrissons ont été hospitalisés et 2 sont décédés, notamment un à Angers, après la consommation de lait infantile ayant fait l'objet de rappels en France et dans plus de 60 pays en raison d'un risque de contamination par la toxine céréulide. Après que la France a abaissé vendredi dernier le seuil de sécurité, 2 marques de lait infantile ont à nouveau procédé à des rappels en début de semaine.
À ce stade, le lien de causalité n'est pas formellement établi, mais la gravité des faits appelle une vigilance maximale. Je souhaite avant tout exprimer tout mon soutien aux familles confrontées à l'impensable. Il apparaît au regard des éléments dont nous disposons que les produits concernés ont en commun l'utilisation d'un ingrédient précis, une huile entrant dans la fabrication du lait contaminé par une bactérie produisant cette toxine extrêmement dangereuse. Or, cet ingrédient n'est produit ni en France, ni même dans l'Union européenne, mais importé de Chine. En Chine, oui, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Certes, ces marques respectent la réglementation, car l'ingrédient primaire est effectivement fabriqué en France. Certains parents croyaient cependant acheter un produit 100% français. Par ailleurs, des délais significatifs ont été constatés dans la circulation et la transmission de l'information, alors même que ces produits sont destinés à des nourrissons. Cette situation soulève deux enjeux principaux, le contrôle sanitaire et la transparence de l'information. Dans ce contexte, Madame la Ministre, ne serait-il pas nécessaire de réinterroger la réglementation européenne sur l'étiquetage afin de mieux informer les consommateurs sur la provenance des composants des produits destinés aux nourrissons ? L'étiquetage de vos bagages est obligatoire. Quelles garanties l'État peut-il apporter aujourd'hui aux parents concernant la sécurité des laits infantiles commercialisés en France ? Parce qu'en matière d'alimentation infantile, le doute n'est pas acceptable. Ces parents ont besoin de réponses. Je vous remercie. Oui, pas que pour l'alimentation infantile. Hein. Et à Madame Genevard, ministre de l'Agroalimentaire. Alors, c'est maintenant que tout se joue. Est-ce que le timer va exploser ? Tout se joue, serrez les fesses, hein, audience de Twitch. Question, je voudrais tout d'abord vous dire qu'on a une prédiction la préoccupation majeure qui est la nôtre, celle de ma collègue ministre de la Santé et la mienne, est bien sûr la santé des nourrissons. Et cela doit nous guider impérieusement dans toute cette regrettable affaire. Alors je voudrais vous rappeler simplement, Madame la sénatrice, qui fait quoi dans cette affaire ? L'obligation de sécurité incombe déjà aux industries qui doivent procéder en permanence à des autocontrôles. Dès lors qu'un autocontrôle est défavorable, il doit y avoir immédiatement un retrait-rappel des produits incriminés. C'est ce qui a été fait le 10 décembre, dès lors que l'entreprise Nestlé a identifié un produit qui était dangereux. Le rôle de l'État, c'est de s'assurer que toutes les entreprises font diligence dans les retraits-rappels, dans les contrôles, et de vérifier que les produits sont effectivement retirés de la vente des magasins, des pharmacies, etc. Je voulais également vous informer que la France, en avance de phase sur l'EFSA, c'est-à-dire l'autorité européenne, avons abaissé le seuil de tolérance de cette huile arachidonique qui a donné cette toxine tout à fait dangereuse. Et donc là, on a fait jouer à plein le principe de précaution en la matière. Je rappelle que nous sommes face à une alerte sanitaire internationale. Nous sommes donc en lien continu avec la Commission européenne et les autres États pour s'assurer que toutes les règles sont homogènes et strictement respectées, car il en va en effet de la santé des nourrissons les plus fragiles d'entre nous. Je voudrais dire aussi, Madame la sénatrice, qu'aujourd'hui, et vous avez bien fait, vous avez eu l'honnêteté de le rappeler, il n'y a pas de lien de causalité entre la mort de ces malheureux petits et la consommation de lait infantile, et que les 11 enfants qui ont été hospitalisés sont tous aujourd'hui rentrés chez eux auprès de leurs parents et n'attestent pas de désordre particulier. Ça, c'est le principal. Je vous remercie. La parole est à notre collègue. On est déçus. Christian. C'est pas fini, mais... Du Rassemblement démocratique et social européen. Parce que des fois, quand Gérard dit qu'il faut conclure, les sociodémocrates, elle met quand même 45 secondes en plus derrière. Hein. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, faire du neuf avec du vieux. Il y a encore 12 questions. Hein, 20 ans après, le MEDEF vient de tenter de ressusciter le CPE, le contrat première embauche, pour résoudre, dit-on, le chômage des jeunes, proposant ainsi de créer un nouveau contrat de travail à durée déterminée, je cite, pouvant être rompu sans motif dès les premières années, dans des conditions qui aujourd'hui ne sont pas dans la légalité. C'est une provocation pure et simple, qui est dangereuse et qui risque d'aggraver encore la précarité des jeunes salariés. Je rappelle que notre pays compte 18% de chômeurs
chez les moins de 25 ans. C'est 14% dans l'Union européenne. Cette annonce intervient alors que le MEDEF ne participe pas à la conférence Travail-Emploi-Retraite qui va rendre ses conclusions en juin. Tout cela aggrave la crise de confiance entre le monde de l'entreprise et les jeunes, sans oublier les syndicats. J'ai déjà souligné ici, lors des questions au gouvernement, l'urgence de valoriser l'apprentissage, l'une des meilleures portes d'entrée des jeunes sur le marché du travail, et dont les aides ont été réduites. Je ne crois pas qu'elle reparle, Annie que Genevard, pour les aujourd'hui. apprentis. Je déplore aussi que le budget 2026 ne consacre pas davantage de moyens pour l'emploi des Elle jeunes. reparlera pas. Donc, Après l'adoption du budget, on a supprimé l'aide de 500 € pour le permis de conduire ou la possibilité de le pour les financer apprentis. par le compte personnel de formation. ça, on avait vu ça la semaine dernière. Pour les jeunes ruraux, un fort handicap, car il est impossible de travailler en milieu rural sans permis et sans voiture. De toute façon, on a bien compris que c'était un des gouvernements les plus réactionnaires qu'on ait jamais vu. rejeté cette annonce du patronat, mais quand même, je m'inquiète. Alors, Monsieur le ministre, quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour rassurer ces jeunes qui aujourd'hui encore croient à la valeur travail? Pour vous répondre, la parole est au ministre du Travail. Monsieur Farandou. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Billac, comme vous, j'ai la préoccupation Il a son petit médicament à prendre, Gérard Larcher. jeunesse. Et une bonne manière de donner un avenir, c'est bien l'insertion dans le monde professionnel. On commencera tout de suite par couper court. Justement, il était en train de touiller sa tisane. Les propositions du MEDEF, cette proposition ont été faites dans le cadre de l'agenda social autonome, directement auprès des syndicats, et que ce soit très clair, je le dis devant tous les sénateurs et sénatrices ici réunis, ces propositions ne sont pas à l'ordre du jour du gouvernement. Que les choses soient très claires. Ce n'est pas ma conception de voir comment on peut aider les jeunes à rentrer dans le monde du travail, parce qu'effectivement, c'est une cause importante. On n'a pas assez de jeunes qui rentrent dans le monde du travail, et il faut œuvrer en la matière. Un point clé, c'est l'apprentissage, vous l'avez dit. Malgré un contexte budgétaire difficile, nous avons entendu dans les débats qui sont tenus au Sénat, je pense que nous avons préservé l'essentiel. En ce qui concerne les diplômes, notamment jusqu'à Bac+2, en ce qui concerne les entreprises qui accueillent ces apprentis, elles continueront à être aidées, je vous le rassure. Et donc on aura à nouveau plusieurs centaines de milliers de jeunes qui rentreront dans l'apprentissage dans notre pays parce que ça marche. L'apprentissage, comme vous l'avez dit, est quelque chose qui fonctionne. Deuxièmement, nous avons aussi pour les jeunes plus en difficulté en termes d'insertion. Et là, je dois dire que les débats au Sénat nous ont aidés à converger et peut-être à adapter la copie que nous avons présentée. Nous avons été en capacité de garder l'essentiel des ressources pour l'insertion des jeunes. Je pense aux missions locales, je pense aux contrats d'engagement des jeunes. Donc vous le voyez, nous avons cette préoccupation. Et vous l'avez dit aussi dans la conférence Travail, Emploi, Retraite, j'ai tenu à ce qu'un atelier se consacre exclusivement à ce sujet. Donc vous le voyez, nous sommes au soutien de l'emploi et de l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Guillaume qui est bien remonté là. La parole est à notre collègue Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste. Les socialistes maintenant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre délégué à la transition écologique, au début du mois de janvier, Anne Lestrade a pris ses fonctions de directrice déléguée au sein de l'Office français de la biodiversité. Ah oui, la semaine dernière, ça a fait exploser le Sénat. Cette nomination administrative a déclenché une vague violente d'indignation dans l'écosystème agricole et politique des droites radicales. Oui, effectivement, on l'a bien entendu au Sénat. Tous plus populistes les uns que les autres, et dans un climat de sexisme évident, ont été dénoncés ces engagements politiques passés ça commence. Et sa prétendue hostilité au monde agricole. Les faits sont pourtant les suivants. Anne Lestrade est une haute fonctionnaire reconnue pour son expertise sur la question de l'eau, pour son expérience internationale, pour sa capacité à piloter des structures complexes. En un mot, ce sont ses compétences qui ont déterminé son recrutement. Ce que révèlent ces réactions malveillantes, c'est le sectarisme d'une partie du monde agricole qui refuse de faire avancer la question environnementale et organise en permanence l'opposition entre agriculture et environnement. La véritable provocation dans le monde agricole aujourd'hui, pour reprendre les termes tenus ici même la semaine dernière, c'est la droite sénatoriale qui l'amène. La véritable provocation, c'est de déposer à nouveau une proposition de loi pour réautoriser les néonicotinoïdes. La loi du plomb 2, dont je parlais il y a quelques instants. 2 millions de citoyens ont exprimé leur opposition à cette agriculture du passé. La véritable provocation, c'est de n'avoir absolument aucune considération pour la biodiversité et la santé humaine. Salut à toi, Finrod, bienvenue sur ce stream.
Monsieur le ministre, le pire, le plus choquant dans cette fausse polémique, c'est votre réaction et celle du gouvernement. Vous avez annoncé ici même, la semaine dernière, et je vous cite, « comprendre la colère suscitée par cette nomination ». Pire encore, une enquête administrative sur les conditions de recrutement de Mme Lestrade a été ordonnée par Monsieur le Premier ministre. Ces réactions sont tout bonnement stupéfiantes et inadmissibles. C'est indigne de vos fonctions que vous exercez. Alors je vous le demande, Monsieur le ministre, qui décide aujourd'hui en France? Est-ce le gouvernement ou la droite radicale et populiste? Vous voyez la gestion du temps de parole de Gérard Larcher? Dès que vous n'êtes pas de sa famille politique et que vous atteignez les 2 minutes, vous n'avez pas le droit de dépasser. Par contre, quand vous êtes de sa famille politique, alors là, vous avez 50 minutes de rab. Mathieu Lefebvre. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le Allez, sénateur, à la tienne, Gérard. Je vous le redis, je comprends la colère et l'indignation qu'a pu susciter cette nomination dans le monde agricole. Et si on est un petit peu lucide dans cet hémicycle, monsieur le sénateur, on en arrive à la conclusion suivante. Cette nomination n'a pas contribué à apaiser la relation entre l'Office français de la biodiversité et le monde agricole. Sans déconner. Faut-il pour autant, monsieur le sénateur, jeter l'opprobre sur les 3000 agents qui font un service public exemplaire au service de la transition écologique de l'Office français de la biodiversité? La réponse est non, 3 fois non. C'est la raison pour laquelle le c'est Premier un peu ce que ministre, tu as fait la semaine dernière. dans un instant, a demandé en effet une enquête administrative avec l'ensemble des administrations compétentes pour que toute la lumière... Ah non, il n'a soit jamais pété un sur câble cette sur les nomination ministres de droite. et pour que toutes les conclusions puissent être en tirées. Mais monsieur le sénateur, je crains que vous ne jouiez le jeu de la conflictualisation des usages et de la polarisation du débat au moment, monsieur le sénateur, où nous devrions peut-être toutes et tous... Regardez comment il fait que regarder à sa droite. ...la vie de nos agriculteurs, au moment où nous devrions peut-être toutes et tous saluer la décision du Premier ministre sur les régimes administratifs des élevages agricoles. Les décrets sont parus hier, monsieur le sénateur. C'est une mesure de simplification pour les agriculteurs. Réjouissons-nous, travaillons ensemble de concert pour que l'ensemble des projets hydrauliques qui sont aujourd'hui bloqués puissent demain être mis à niveau et qu'on puisse aider les agriculteurs à avoir de meilleurs projets hydrauliques. Encore une fois, la droite du Madame Sénat. Lestrade, Toute la droite. d'intention, et il ne s'agit pas de livrer l'honneur d'une femme au chien, vous avez pleinement raison, mais je vous le dis aussi, monsieur le sénateur, faisons-lui confiance, faisons confiance aux qualités de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui respectent le service public, qui le font. Ouais, je suis d'accord, Je rappelle Pierre que les Tata, exigences de Il y probité, aurait pas mal de choses à dire. compétence et de neutralité s'imposent à l'ensemble des agences de l'État et de ses opérateurs. Donc cessons de conflictualiser les usages et travaillons ensemble à améliorer la vie de nos agriculteurs sans rien renier de nos ambitions environnementales. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait la semaine dernière. Notre collègue Alexandre Basquin pour le groupe communiste républicain citoyen. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, Amazon, les communistes, IBM, Capgemini, Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, la liste des entreprises qui annoncent des licenciements massifs en lien avec le développement de l'intelligence artificielle ne cesse malheureusement de s'allonger. Selon l'OCDE, 95% des emplois administratifs pourraient être remplacés par l'IA et de nombreux corps de métiers sont menacés, dans les domaines notamment du management, des ressources humaines, de l'infographie, qui se sent menacés par l'IA, des services, sans oublier bien évidemment toutes les professions liées au monde de la création. Mais en plus de supprimer des emplois, l'IA peut générer de la pression sur les salariés, à l'image du management algorithmique ou du taylorisme augmenté, comme l'a démontré le sociologue Juan Sebastián Carbonell. Ces changements profitent surtout aux multinationales qui, comble du cynisme, font des licenciements un argument marketing et voient le cours de leurs actions en bourse s'envoler. Ah bah normal, ce sont des comptables armés de tableurs Excel. Du capital, des géants du numérique et des grands donneurs d'ordre. Ils nous vendent un récit d'avancées technologiques qui serait toujours socialement bénéfique. Cette illusion masque surtout des objectifs économiques. Diminuer les coûts de main-d'œuvre et optimiser les profits, mais aussi des objectifs politiques. Fragmenter la société, isoler les individus et mettre fin à toute forme de collectif, notamment au travail. L'intelligence artificielle peut ainsi vite devenir un outil de domination et d'exploitation. La preuve, si elle existe, c'est aussi et surtout parce que des millions de travailleurs du clic l'alimentent chaque jour dans des conditions misérables et déplorables. Notamment à Madagascar. Alors, en ces temps où l'IA, et notamment l'IA générative, prend une place de plus en plus importante au sein de notre société, il nous faut, à mon sens, nous éloigner de toute technophilie béate.
Et ne pas oublier que les savoir-faire des salariés français nous sont indispensables et précieux. Ma question est simple. Monsieur le ministre, quel arsenal législatif et juridique envisagez-vous pour protéger les salariés face à l'IA et ses effets sur l'emploi? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole au ministre de l'économie et du numérique, monsieur Lescure. On apprécie le discours, ouais. Peut-être un peu moins la réponse. Messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Basquin. Je rappelle qu'on a une ministre le dédiée au développement de l'IA. La création destructrice, il est vieux comme le capitalisme. Il est celui qui accompagne toutes les innovations à la fois de la création de richesse, de prospérité, de productivité, y compris évidemment pour l'ensemble des salariés, mais aussi de destruction d'un certain nombre d'activités qui malheureusement affectent les personnes qui y travaillent en général et en premier lieu. Le chemin de fer, l'automobile, l'électrification ont toutes été des moments où on a eu ce phénomène de création destructrice. Et là où je vous rejoins, on fait face aujourd'hui à un phénomène où ce phénomène de création destructrice est à la fois amplifié et accéléré. Et ça crée des enjeux très forts pour la politique publique. On a à ton avis, Croctine, à ton avis, de richesse, y compris d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, qui crée de la productivité, qui crée de l'efficacité, qui doit pouvoir le faire, y compris d'ailleurs dans les politiques publiques. Moi, je pense que la réponse de Roland parle pour elle-même. Usagers, mais qui crée aussi beaucoup de fragilité. Et d'ailleurs, à tous les niveaux, et plus seulement les ouvriers qui historiquement étaient sans doute les premiers en face, mais les cadres, les employés. Et ça, c'est vraiment le défi majeur. Alors moi, ce que je ne voudrais pas, c'est que la France ne profite pas de la création et soit en première ligne sur la destruction. Donc il faut qu'on soit un champion de l'intelligence artificielle, il faut qu'on investisse, il faut qu'on accompagne les entreprises qui existent en France aujourd'hui et qui vont permettre de créer la prospérité. Saccageons notre empreinte carbone pour éviter de perdre des milliards de ceux piles. qui sont en première ligne et qui risquent d'être affectés par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire formation. Ça veut dire régulation des plateformes et régulation notamment de l'intelligence artificielle pour s'assurer que ceux qui sont en première ligne soient protégés. À la fois vous savez ce qu'ils ont fait pour réguler l'IA? L'intelligence artificielle générative, mais aussi les salariés. Et puis, mettre le paquet, et ça on le fera la réponse, du travail, le ministre vous la dira quand il arrêtera de parler. Des main-d'œuvre à ces nouveaux défis. Moi, je suis convaincu, par exemple, que les seniors ont un rôle à jouer. Les seniors qu'on a tendance souvent à mettre de côté face à une intelligence artificielle qui fait que reproduire de manière un peu bête et méchante le passé, les seniors ont beaucoup à apporter dans les entreprises. Et j'espère qu'on va tous en avoir conscience. La parole donc ils n'ont rien fait pour réguler l'IA. Vincent Capo-Canellas pour le groupe de l'Union centriste. Oui, ils vont créer une IA pour réguler l'IA. Monsieur le Président. Allez, les centristes. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, vous défendez une ligne de fermeté dans la lutte contre la délinquance et je m'en félicite. Votre parcours témoigne de la réalité de cet engagement. Avant vous, plusieurs ministres, dont Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, que je salue, sur cette même ligne de fermeté contre la délinquance, ont annoncé des moyens supplémentaires pour nos forces de sécurité intérieure. Toutefois, les difficultés sont là et des policiers... T'as raison, Piratata, on devrait parler de génération procédurale. Vous l'avez rappelé, en 2025, 12 000 policiers et gendarmes ont été blessés. Nos forces de sécurité sont confrontées à des refus d'obtempérer, dont le nombre est malheureusement considérable. À Besançon, dimanche, mais c'est la question d'Horizon de tout à l'heure. A été traîné sur plusieurs mètres par un chauffeur refusant un contrôle. Vous avez livré, monsieur le ministre, ce constat. Il y a bon voyage, hydrauliste. On croise les doigts pour toi. Et il faut la break a leg. Nous savons combien l'engagement et l'exposition aux risques des policiers et gendarmes méritent notre soutien. Les procédures d'amélioration des conditions de travail sont longues. Les budgets sont contraints. Ma question est la suivante. Comment donner à nos forces de sécurité les moyens attendus, plusieurs fois annoncés? S'agissant des bâtiments vétustes, mon département attend par exemple toujours le lancement des travaux des commissariats d'Épinay-sur-Seine et d'Aulnay-sous-Bois, dont les permis de construire datent pourtant de 2024. Au-delà, comment améliorer durablement les dotations de véhicules? On sait qu'il y a eu des premiers renouvellements mis en œuvre, mais il y a encore des pénuries. Et comment, dans la chaîne pénale police-justice, entendez-vous amener à plus d'efficacité pour mieux protéger les Français et nous donner les moyens d'être plus efficaces? Vous avez annoncé un projet de loi sur la sécurité du quotidien, l'attente est forte. Pouvez-vous nous donner votre cadre de travail pour répondre aux attentes exprimées par nos forces de sécurité? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur, monsieur Nunez.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, votre question est très vaste, elle est très large. Je veux d'abord redire tout mon soutien, comme ministre de l'Intérieur, évidemment, aux forces de sécurité intérieure. Il se traduit d'abord par des moyens qui ont sans cesse été attribués aux forces de sécurité. Évidemment, il faut toujours faire plus. Évidemment, c'est forcément jamais assez. Mais quand même, je veux rappeler, et vous avez commencé à le faire, 12 500 emplois ont été créés depuis 2017 dans la police nationale. Il y a eu des crédits immobiliers qui ont été multipliés par 2, des véhicules qui ont été achetés. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait lancé un plan qui a conduit à acquérir 19 000 véhicules depuis 2020. Et puis l'an dernier, on a eu 3 300 véhicules qui ont été achetés. Donc voilà, les moyens, nous les mettons et nous allons continuer à, bien évidemment, les mettre. Concernant le texte auquel vous faites allusion, oui, je porterai un projet de loi qui s'appellera projet de loi de sécurité du quotidien, qui avait été préparé par mon prédécesseur Bruno Retailleau, que nous avons repris à notre compte avec le gouvernement et Sébastien Lecornu a arbitré en ce sens, qui contiendra un certain nombre de mesures, de dispositions qui viendront surtout renforcer les sanctions pour un certain nombre d'infractions qui causent beaucoup de désagréments pour nos concitoyens. Je pense à l'usage des mortiers, je pense aux rave-parties, je pense aux rodéos urbains, évidemment aussi au refus d'obtempérer. Et j'en terminerai d'ailleurs par là. Pour redire à nouveau tout le soutien que nous devons à nos forces de sécurité intérieure, dont un nombre important d'entre elles ont été blessées ces jours derniers dans le cadre de refus d'obtempérer, mais en même temps redire que cette ligne de prise en charge, de poursuite, donc chaque fois qu'il y aura des refus d'obtempérer, je l'assume totalement et elle sera mise en œuvre avec beaucoup de vigueur parce qu'il en va de l'autorité de l'État. Et je veux le redire avec force parce que j'entends ici ou là dire l'augmentation des refus d'obtempérer, c'est l'échec de l'État. Non, c'est pas l'échec de l'État, c'est un État qui est présent sur le terrain, qui répond par la force et par l'autorité à tous ceux qui ne respectent pas les injonctions d'avoir à s'arrêter. Et évidemment que nous allons poursuivre. Et je veux juste terminer en disant, regardez quelles étaient les instructions en matière de poursuite il y a encore 10 ou 15 ans. Elles n'étaient certainement pas à la hauteur de la fermeté que nous affichons aujourd'hui. La parole est à notre collègue Olivier Paccaud pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question budgétaire s'adresse au Premier ministre et au ministre de l'Économie. Je serai intraitable sur la trajectoire budgétaire. C'est ce que vous déclariez, Monsieur Lescure, le 15 octobre dernier. À l'époque, l'objectif de déficit était de 4,6% et la dette était de 3 485 milliards d'euros. Le Premier ministre avait, lui, franchi le Rubicon de l'abandon du 49.3. 4 mois plus tard, le Rubicon est devenu Bérésina. Là, le 49.3 est ressuscité et le déficit s'avère de 5%, au moins avec une sincérité baroque. La dette, elle est de 3 524 milliards d'euros aujourd'hui. Bref, nous sommes venus, nous avons vu et Olivier Faure a vaincu. D'où ma question, naïve. À quel calendre reportez-vous le retour sous les 3%? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur, je crois que vous avez, comme nous, de la mémoire. Et je me souviens d'une séance de questions au gouvernement, je crois, au mois de décembre, où par 5 reprises différentes, vous-même et vos collègues avez appelé à ce que nous activions le 49.3. Oui. Je crois que la thématique du jour en question, c'était « Il faut, Monsieur le Premier ministre… » C'était la dernière séance de 2025 qu'on avait suivie, nous. Et je dois dire que nos responsabilités, nous les avons prises, effectivement, collectivement, pour que la France ait un budget, que le déficit soit à 5%, que le taux de prélèvement obligatoire reste inférieur à celui de 2019, contrairement à ce que nous disons dans la presse, et que la moitié de l'effort se fasse par des économies. Et je souhaite d'ailleurs que le compte-rendu note bien que, comme vous les soutenez pleinement, nous n'aurons aucune question au gouvernement dans les prochains mois sur l'application de ces économies, évidemment, qui feront consensus. Et, par ailleurs, que nous ferons l'autre moitié par des impôts dont je veux dire que s'ils existent, c'est qu'ils ont tous été créés soit précédemment, soit pour les plus nouveaux d'entre eux, dans la CMP conclusive du budget présenté par Michel Barnier et ensuite mis en œuvre et finalisé sous le gouvernement de François Bayrou. Une fois qu'on a dit tout ça, à quel moment devons-nous arriver à 3%? La réponse est le plus tôt possible. Pourquoi? J'aurais pu le deviner. Parce que c'est le moment où notre pays retrouvera sa pleine indépendance, sa pleine souveraineté.
ne sera plus dépendant des créanciers extérieurs. Et donc, vous le savez, la France veut qu'en 2029, nous soyons à 3% ou en dessous de 3%. Au vu de notre niveau d'endettement, c'est plus 0,5, 1% d'endettement. Nous avons fait le choix, et là je vais répéter ce que nous avions dit en décembre dernier, effectivement, de choisir de discuter avec la gauche républicaine, avec le Parti socialiste, avec les écologistes et les communistes qui ont permis de voter un PLFSS, plutôt que de discuter avec les extrêmes et notamment le Rassemblement national. C'est un choix politique, nous l'assumons, et nous considérons qu'à la fin, il n'y a pas de hausse d'impôts, ni sur les ménages, ni sur les entreprises. Il y a même une baisse d'impôts sur les entreprises de taille intermédiaire. Et je le redis ici, aucune entreprise ne paiera en 2026 plus d'impôts qu'en 2025. C'est ce qu'on peut appeler la stabilité plutôt que l'aventure. Et les mensonges, monsieur le sénateur, pèsent toujours sur la démocratie que nous devons, je crois, ensemble défendre. Je vous remercie. Alors attention parce qu'il va se faire allumer. Il va être vénère là sur la réplique. Il a une minute. Vous ne m'avez pas convaincu. En fait, ce qu'on a tous compris, c'est que Matignon vaut bien une dette. Vive la stabilité, au diable l'avarice. Mais cette étrange défaite budgétaire, du fait de la peur du knout et de la censure des maîtres chanteurs socialistes, elle a un arrière-goût de quoi qu'il en coûte. Toujours plus de dépenses publiques, plus d'impôts, notamment pour le monde économique, plus d'endettement, suspension des réformes des retraites et de l'assurance chômage, report de la baisse de la CVAE, sans oublier, bien évidemment, vous l'avez tous compris, la fin de la politique de l'offre, qui était une de vos marques. Le chômage repart, les faillites d'entreprises se multiplient, les Français s'appauvrissent, il fallait un petit peu de courage. Vous avez choisi le machiavélisme, vous avez choisi la facilité fiscale, vous avez choisi le sacrifice des générations futures en engraissant l'anaconda de la dette. Chers collègues, nous connaissions tous les victoires à la Pyrrhus. Nous avons maintenant une nouvelle version, le budget à la Lecornu. Merci. Il me fascine ce sénateur parce que je ne suis jamais d'accord avec lui, mais son verbe est proprement émouvant. Oula. Rémi Cardon pour le groupe socialiste. J'admire beaucoup la façon à laquelle il s'exprime, quand bien même je ne sois jamais d'accord avec lui. Monsieur le ministre, un échec industriel pour partie financé par l'argent public oblige évidemment à rendre des comptes. INSEC devait être un fleuron industriel. À l'inauguration de la ferme-usine, 4 ministres parlaient à l'époque, je cite, « un projet du siècle ». Des centaines de millions d'euros ont été levés. Un soutien massif de l'État et des collectivités a été apporté. Et aujourd'hui, c'est un crash industriel. Après des choix stratégiques erronés, un modèle économique bancal, l'usine a été placée en liquidation judiciaire. Nous avons alerté vos services à plusieurs reprises. Nous avons demandé à l'État actionnaire via la BPI d'exercer son droit de regard, mais rien, il ne s'est rien passé. Résultat, selon vos services, je mets des guillemets, environ 148 millions d'euros d'argent public ont été engagés. 148 millions d'euros, sans transparence, sans contrôle lisible, sans contrepartie. Alors mes questions sont relativement simples. Confirmez-vous que le montant total de l'argent public versé s'élève bien à 148 millions d'euros? Quels sont les montants exacts qui ont été engagés par France 2030, BPI, tous les dispositifs? Vous avez la liste, bien évidemment. Et puis, troisième question, les comptes sociaux 2023 montrent que INSEC France a engagé 55 millions au profit de la filiale néerlandaise, un investissement d'ailleurs perdu, alors même que le site principal, celui de Poulainville, dans mon département, n'a jamais atteint un fonctionnement industriel conforme aux objectifs prévus. Cette situation vous paraît-elle normale? Monsieur le ministre, quand l'État engage autant d'argent public, il n'est pas spectateur, il est responsable. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cardon. D'abord, c'est une histoire extrêmement douloureuse que vous décrivez et à laquelle, évidemment, que j'ai suivi quand j'étais ministre de l'Industrie, même si je ne faisais pas partie des 4 ministres présents ce jour-là, je l'ai suivi de près, évidemment. Vous l'avez dit, des histoires industrielles qui se terminent mal, malheureusement ça arrive, et celle-ci il y en a de plus en plus. Je peux vous confirmer effectivement que le soutien total de l'État depuis 2012 jusqu'à 2025, c'est-à-dire sur 14 ans, c'est environ 148 millions d'euros pour être précis, une partie en subvention, une partie en prise de participation de la Banque publique d'investissement. Évidemment, ces interventions de l'État ont été minoritaires, elles se sont accompagnées à chaque fois de participation d'investisseurs privés,
qui eux aussi évidemment ont perdu, j'allais dire, leur argent dans cette aventure difficile. Et c'est parce qu'il n'y avait plus d'investisseurs privés qui souhaitaient continuer à accompagner l'entreprise que pour des raisons de bonne gestion, l'État a dû aussi interrompre ces investissements. Nous avions conditionné des investissements supplémentaires, vous nous aviez mobilisé à l'époque, à ce que les investisseurs privés continuent à accompagner le projet. Ce projet, malheureusement, il a souffert de la guerre en Ukraine et de la forte hausse des coûts de l'énergie. Il a aussi souffert d'un modèle d'affaires qui n'était visiblement pas adapté à la demande, et notamment à la demande en France, et je le regrette. La transparence. On n'a plus trop de nouvelles de la guerre en Ukraine. Je suis prêt à vous la donner sur ce qui se sépare entre subventions et actions. Nous n'avons rien à cacher. Mais je regrette évidemment que cette aventure industrielle soit terminée comme elle s'est terminée, c'est-à-dire mal. Ça arrive et ça arrivera encore. Et effectivement, la capacité de l'État, on parlait tout à l'heure de création destructrice, à accompagner des projets innovants, va sans doute parfois s'accompagner d'échecs et j'espère le plus souvent possible aussi s'accompagner de succès. Vous le savez, dans votre département, on a aidé d'autres entreprises à faire face à des défis importants et j'espère que celles-ci s'en tireront mieux. C'est un vœu pieux. Hein. Oula. Écoutez, monsieur le ministre, je serais ravi de récupérer... Surtout coupe le micro tellement il est malade. Des montants précisément, puisque j'ai fait la demande plusieurs fois, mais je n'ai jamais réussi à les avoir. Donc si vous me confirmez que je peux les avoir, c'est tant mieux. Et puis par contre, il y a peut-être dans les... problématiques, vous avez parlé effectivement de la guerre en Ukraine, du coût de l'énergie, mais il y a aussi l'utilisation abusive de cabinets de conseil privés, d'un écosystème bien organisé. Ah, le retour de McKinsey. J'aimerais bien avoir les bilans détaillés pour le coup, parce que je serais ravi d'analyser ça avec vos services. La parole est C'est pas moi qui coupe le son. Pauline Martin, pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la simplification, c'est comme l'Arlésienne. On l'attend toujours. Après quasiment 2 années de patience, nous pensions, avec beaucoup de prétentions, toucher le Graal avec le projet de loi de simplification de la vie économique. Mais quel accouchement difficile! Et je sais de quoi je parle. Le texte issu de la commission mixte paritaire aurait pu être définitivement adopté C'est pas drôle. la semaine dernière. Mais le voilà retiré de l'ordre du jour au terme d'un nouvel imbroglio politicien. Ce coup d'arrêt interroge, alors même que dans nos territoires, les acteurs économiques et les collectivités expriment l'espoir d'un aboutissement urgent. Et je ne vous parle pas de la proposition de loi Trace, définitivement coincée au purgatoire de l'Assemblée nationale. Allègement du ZAN, des ZFE, facilitation de la commande publique, simplification des obligations pesant sur les entreprises, solutions pour les raccordements complexes à la fibre. Ces mesures concrètes et indispensables sont attendues comme le Messie. Comment justifier leur report à la veille des municipales dans un contexte économique extrêmement fragilisé, sans laisser penser qu'il s'agit une fois de plus de politique politicienne qui semble émaner du camp gouvernemental. Monsieur le ministre, où en sommes-nous? Où allons-nous? Et quel avenir pour ces 2 lois? Ok, Dora l'exploratrice. Pour vous répondre, la parole est au ministre. J'avoue que moi aussi, Lefebvre. j'ai un espèce de bail chelou de trop bas de prof aussi. Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, pardon de vous le dire ainsi, mais si on suit vos recommandations, il n'y aurait plus demain de loi sur la simplification. Vous avez réussi à convaincre une majorité de vos collègues dans la commission mixte paritaire, mais le texte tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire n'aurait jamais trouvé une majorité à l'Assemblée nationale. Et par conséquent, Madame la sénatrice, pardon de vous le dire, mais les mesures sur lesquelles vous avez travaillé... Elle est tellement de mauvaise foi que je suis d'accord avec Mathieu Lefebvre. Il faut se lever tôt. Attendu par le monde économique. Je pense aux tests PME, je pense aux mesures de simplification en matière déclarative notamment. Ces mesures auraient été emportées avec elles par l'esprit, pardon de le dire, mais pour le coup de politique politicienne qui est le vôtre aujourd'hui. L'esprit de responsabilité, c'est de chercher à sauver... Elle va être chanchon, elle va être très chanchon à la réponse. Ce texte avec les bons arguments. Les bons arguments, quels sont-ils? Ce sont des arguments en matière de santé publique s'agissant des ZFE. Les bons arguments, ce sont des arguments en matière économique avec les dispositions sur les data centers qui sont absolument essentielles. Encore une fois, une chose est de convaincre ses collègues en CMP, une autre est de convaincre une majorité à l'Assemblée nationale. Et s'agissant spécifiquement des ZFE, Madame la sénatrice, est-ce que l'outil est aujourd'hui parfait? La réponse est non, et je pense que tout le monde en convient ici. Mais pour quelle raison
raison ce qui serait possible à Londres ou à Berlin serait impossible à Paris ou à Lyon? Pour quelle raison nous ne pourrions pas essayer de progresser dans la Chambre des territoires vers plus de différenciation, vers plus de souplesse? Pour quelles raisons serions-nous collectivement incapables de mieux associer les associations, les commerçants, les artisans? Pour quelles raisons serions-nous empêchés d'avoir une période probatoire sur cet enjeu? Encore une fois, cessons de conflictualiser les usages, regardons les outils de politique publique lucidement. Et la politique politicienne qui est celle, malheureusement, que vous tentez de faire jour ici, n'aurait qu'une seule conséquence, empêcher que le pays se donne des outils de politique publique au service des Français. Je ne peux que le regretter. Travaillons à un consensus qui permettra de doter le pays de ces outils. Madame Martin. Elle va être vénère, Madame Martin. Oui, monsieur le ministre. Alors, s'il y a bien une chose que j'ai apprise depuis mon arrivée dans cette Assemblée, c'est le temps politique long, trop long. Alors, notre pays ne pas faire de blagues, ne peut plus se payer ce luxe aujourd'hui. Merci. Bah alors, donc démissionne. La parole est à notre collègue Olivier Cadic pour le groupe de l'Union centriste. Le retour des centristes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France affiche l'ambition de doubler le nombre d'élèves dans le réseau d'enseignement français à l'étranger d'ici 2030. Mais des décisions récentes fragilisent les acteurs privés qui portent cette dynamique. D'abord, la décision du conseil d'administration, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, du 18 décembre, qui révolte les établissements au statut des partenaires. Alors qu'ils sont autofinancés, ils se voient imposer des contributions financières accrues sans contrepartie. Pour dire coucou. Ensuite, l'arrêté du 25 août 2025 subordonne l'homologation des écoles françaises à l'étranger par le ministère de l'Éducation nationale à la signature d'un contrat avec l'AEFE, créant un conflit d'intérêts majeur. Un opérateur public devient à la fois concurrent, partenaire obligatoire et quasi-autorité de régulation. C'est comme si on demandait à France Télécom d'être également l'ARCOM. On demande ainsi à l'AEFE d'être joueur et arbitre, ce qui mine la confiance et l'équité du système. Monsieur le ministre, pouvez-vous abroger l'arrêté du 25 août 2025 pour restaurer une homologation relevant exclusivement du ministère de l'Éducation nationale? Voulez-vous engager une réforme séparant clairement la gestion des établissements par l'AEFE et la mission de développement du réseau des écoles françaises à l'étranger? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Affaires étrangères. Ah, Jean-Noël, ça va? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, pas encore entendu aujourd'hui. Olivier Cadic, vous êtes, comme je le suis, très attaché à ce trésor national qui est le réseau d'enseignement français à l'étranger. Un trésor qui permet, au travers de ces 600 établissements à travers le monde, de remplir un double objectif. D'abord, rendre un service public à nos compatriotes établis à l'étranger, en leur permettant à leurs enfants de suivre une scolarité. Et puis par ailleurs, c'est un levier d'influence majeur, puisque des élèves étrangers fréquentent nos établissements, y apprennent le français, y développent une connaissance de notre pays, de son histoire, je vais me chercher à manger. De ses traditions. Ce réseau, très puissant, fait face aujourd'hui à un double défi. Un défi structurel qui est l'écartement entre ses ressources et ses charges, et un défi conjoncturel car, comme tous les opérateurs, il contribue, comme tous les ministères, à l'effort de redressement des finances publiques. Et donc, si nous voulons préserver cet outil très puissant, il nous faut le réformer. C'est la raison pour laquelle nous avons engagé un travail depuis 4 mois en interministériel avec un triple objectif. Premier objectif, gagner en efficacité. Et là, on touche effectivement à l'agence qui a la responsabilité de ce réseau, avec des mesures d'exemplarité, de gel des effectifs, de réforme interne, une clarification effectivement du rôle de gestion de certains de ces établissements et de développement du réseau. Et s'agissant plus particulièrement du décret que vous citez, du 25 août 2025, en aucun cas il ne confie l'homologation à l'agence, puisque l'homologation appartient en définitive au ministère de l'Éducation nationale, après avis sur la recevabilité du ministère des Affaires étrangères. L'AEFE ne sert que de boîte postale pour les dossiers qui sont adressés. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, un objectif d'équité pour qu'effectivement les établissements partenaires, les établissements conventionnés, les établissements en gestion directe participent au financement du réseau à la hauteur des services qu'ils reçoivent, que ce soit en matière d'examen, en matière de services numériques, en matière de personnel d'enseignement détaché. Et puis le troisième objectif, c'est celui de l'universalité et que les économies ainsi générées puissent être réinjectées dans des bourses qui permettent de soutenir pour les familles françaises l'accès à cet enseignement. Merci.
Ah, j'ai oublié d'arrêter. La parole est à notre collègue. Ah, monsieur Bah oui, oui. Ouais. Monsieur Calic. Merci, Monsieur le Ministre. La situation actuelle de l'AEFE exige des décisions immédiates. Aucun système ne peut rester crédible lorsque l'acteur principal est à la fois compétiteur, régulateur et bénéficiaire des règles qui les dictent. Faire porter aux établissements partenaires le poids d'erreurs de gestion passées tout en les plaçant sous dépendance contractuelle est une double injustice. La réforme ne pourra être crédible que si un principe clair est acté: neutralité, séparation des rôles et indépendance de l'homologation. Il ne s'agit pas de venir au secours d'un système totalement dépassé, mais de créer un modèle économique soutenable. Car n'oublions pas qu'au bout de nos décisions, ce ne sont pas des lignes budgétaires qui payent, ce sont les familles. Merci. La parole est à notre collègue Laurent Somon pour le groupe Les Républicains. Allez, on continue avec Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. 150 millions d'euros, Monsieur le Premier ministre, c'est la somme investie par les institutions publiques à Insectis à Poulainville dans la Somme. 150 millions pour une entreprise placée en liquidation judiciaire moins de 4 ans après son démarrage. Où sont passés les garde-fous? Revue indépendante, clause de stop ou encore pour des projets mobilisant des dizaines de milliers d'euros d'argent public. Quand apporterez-vous enfin de la transparence aux décisions d'investissement et de subvention d'acteurs comme BPI France dans le cadre de France 2030 ou de levée de fonds? Un choc de transparence comme pointé dans le rapport de la commission d'enquête du Sénat présidée par Olivier Rittmann. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Souveraineté industrielle. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Laurent Somon. Que vous dire d'autre que ce que j'ai répondu à votre collègue Rémi Cardon tout à l'heure? Malheureusement, des projets industriels qui échouent, ça arrive. Nous vous devons toute la transparence sur les raisons pour lesquelles on est arrivé là. Je suis plus malade et c'est déjà très bien. Merci, merci de demander, Brigitte. Évidemment, comme c'est le cas d'une bonne gestion dans tous ces investissements, et évidemment, face aux pertes de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, d'environ 148 millions entre des subventions et de l'actionnariat via la Banque publique d'investissement, on a des pertes bien plus importantes des investisseurs privés qui accompagnaient cette entreprise. Moi, j'ai refilé mes microbes à l'Archer. Les industriels, oui, ne réussissent pas tous, et vous le savez, on était dans un secteur innovant. En tant que futur président du Sénat, on s'échange a accompagné cette entreprise de 2012 en fait à 2025, parce qu'avant même sa création, il y a eu de l'aide à la R&D, et donc c'est, j'allais dire, partager cette douleur par 14 ou 15 ans d'investissement de la puissance publique. Et je le regrette, évidemment, j'en regrette le résultat. Je ne m'en lave pas les mains, Madame la Sénatrice. Et si vous souhaitez qu'on vous donne plus d'informations sur les raisons pour lesquelles on est arrivé là, ce sera évidemment avec plaisir. Je vous invite à Bercy. Maintenant, on a un choix à faire, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les sénatrices. Est-ce qu'on souhaite continuer à... Les JO, il y a des JO en Italie. Si on souhaite le faire, malheureusement, on aura des échecs. Blague, là, Ce qu'il faut évidemment, c'est s'assurer que, pour des raisons de gouvernance, pour des raisons de qualité des projets, pour des capacités à investir dans la durée, on puisse avoir plus souvent des succès, des échecs, mais on ne sera jamais à 100% de succès. Dans l'innovation, malheureusement, il arrive qu'on se trompe. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on investit dans ces dossiers-là. Monsieur... Du coup, j'ai rien écouté de la réponse parce que je viens d'apprendre qu'il y a des JO en Italie. Monsieur le ministre, 150 millions d'euros, c'est le budget de la fonctionnement de la ville de Rouen. C'est le montant que l'État a consacré au projet complexe à la fibre dans les territoires ruraux. 150 millions d'euros pour un échec industriel et près de 200 salariés abandonnés. 150 millions d'euros pour rien. Comment expliquer que les entreprises locales, portées par des marchés prometteurs, répondant aux critères d'innovation et de souveraineté alimentaire, soutenues par l'État déconcentré, et les élus locaux n'accèdent pas au soutien public pour innover, tandis que d'autres bénéficient de financements massifs à fonds perdus? Quand prendrez-vous la vie circonstanciée des préfets qui connaissent les porteurs de projets, les réalités économiques, les potentiels locaux? Quand mettrez-vous fin à ces logiques contre-productives dont les échecs se paient durement dans les territoires et au soutien à des projets dont l'innovation et la pertinence restent très discutables, comme les financements pour certaines recherches en sciences sociales, sur les religions ou de nouvelles études universitaires dans des domaines déjà largement défrichés? Monsieur le ministre, nous ne remettons pas en cause ni l'engagement des fonctionnaires mobilisés, ni le rôle déterminant joué par des organismes tels que BPI France ou la Caisse des dépôts auprès d'entreprises qui font ou feront la fierté de notre pays. Ce que nous déplorons, c'est l'opacité et la verticalité excessive qui entourent ces décisions d'investissement. Au Sénat, nous sommes profondément attachés au rôle du préfet et des élus locaux, à la logique de déconcentration. Faites confiance aux représentants de l'État dans les territoires. Ils connaissent les enjeux,
les acteurs et sauront, aux côtés des élus que nous sommes, garantir un usage éclairé et conclure. responsable des deniers publics. Sans vérité, sans contrôle parlementaire effectif, il est vénère. La politique d'innovation n'est plus une stratégie, elle devient une loterie de l'argent des Français. Il est chanchon, Gérard. La parole est à notre collègue Lucien Stanzione. Ah bah il est malade, hein, voilà. Merci, et j'étais comme ça pendant 2 semaines, donc je compatis. Monsieur le Premier ministre, fin décembre, un service de chirurgie rendait son dernier souffle à Apt, en Vaucluse. Perdre un service hospitalier, c'est perdre le droit de se soigner. La perception, le tribunal, la maternité, parti. Maintenant, la chirurgie. C'est l'abandon. C'est comme si les habitants n'existaient plus. Un énième ministre de la Santé a dit « Les patients iront à Cavaillon ou à Avignon, à plus de 50 km », et de préciser « Il ne faut pas confondre sécurité sanitaire et proximité territoriale ». Belle formule. Parlons sécurité. Un rapport accablant vient d'être publié sur la chirurgie à Avignon. Soins dégradés, pénurie de personnel, cadence inhumaine. Un soignant sur 5 pense au suicide. En voilà une belle sécurité sanitaire. Ce que vous faites à l'hôpital, vous le faites partout. École, poste, insertion, emploi. Un principe, la disparition des services publics. Dans un autre secteur, les missions locales. Budget 2026, moins 8% malgré une mobilisation transpartisane des parlementaires. Résultat, dans le Vaucluse, 1000 jeunes seront abandonnés à leur propre sort. L'argent existe. Ce qui manque, c'est le courage d'aller le chercher là où il se trouve pour le mettre là où il faut. Une question, quand stopperez-vous le démantèlement des services publics? Et pour l'hôpital d'Apt, l'État reviendra-t-il sur cette fermeture, oui ou non? La santé a un coût, mais elle n'a pas de prix pour nos concitoyens. La parole est à la ministre de la Santé, Madame Rist. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Stanzione, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Merci de votre question parce que il est l'exemple, cette inquiétude face à la fermeture d'un service de chirurgie de beaucoup de sénateurs, j'imagine, ici, dans beaucoup de départements, de centres hospitaliers qui ont des activités qui ferment. C'est le cas face à une situation de baisse d'activité. Au centre hospitalier d'Apt, il y avait un peu moins de 1000 actes de chirurgie, des salles d'opératoire utilisées à 34%, des difficultés financières de cet établissement, un budget un déficit de moins de 13 millions d'euros, qui fait à peu près 50% du budget total de cet établissement, et un sujet de démographie médicale et un cercle vicieux, moins de patients, moins d'activités chirurgicales, etc. Ce qui est important et ce qui a été travaillé chez vous, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, avec l'accompagnement de l'Agence régionale de santé, il a été travaillé à un projet. Ce projet a permis de mettre en place une graduation des soins, un parcours pour nos concitoyens. Parce que c'est là le plus important, c'est que nos concitoyens puissent être pris en charge partout où ils se trouvent sur notre territoire. Grâce à ce projet de graduation des soins, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, la même équipe chirurgicale de l'hôpital d'Apt opère maintenant à Cavaillon, en prenant en charge les patients, sachant qu'ils sont suivis avant l'opération et après l'opération, toujours à l'hôpital d'Apt. Ce qui a permis de labelliser, monsieur le sénateur, cet hôpital en hôpital de proximité, en plus de l'accompagnement il n'est plus très de proximité, pardon Stéphanie. Proposé dans le cadre de cette réorganisation. Il y a aussi maintenant le financement lié à cet hôpital de proximité. Bien loin d'être un abandon de nos concitoyens, c'est plutôt une réorganisation avec une bonne sécurité de prise en charge et surtout de nouvelles missions qui vont arriver dans cet hôpital dans le cadre des hôpitaux de proximité. Je vous remercie. Sénateur. Ah pardon, j'ai oublié le timer. Madame la ministre, on ne peut pas se contenter que d'une vision comptable de la santé et des services publics. Ce bassin de vie de 50 000 habitants se trouve, malgré vos affirmations, dépourvu d'une couverture hospitalière à la hauteur aujourd'hui. Et j'en connais dans cette Assemblée. Moi aussi, j'en connais dans cette Assemblée. Qui ne me démentiront pas et qui sont intéressés personnellement. En tout cas, je souhaiterais que vous puissiez, comme vous ne l'avez pas fait, recevoir au moins la maire d'Apt pour lui évoquer cette situation-là. Et je vous rappelle que vous avez refusé de la recevoir. Ouf.
Oh, le taquet à la fin. La parole est à notre collègue Jean-Claude Anglars pour le groupe des Républicains. Et il reste 2 questions pour valider la prédiction. Hein. Merci, Monsieur le Président. Et leur réponse, mais... Je souhaite associer mon collègue Alain Marc à ma question. Monsieur le ministre de la Souveraineté industrielle, c'est vrai, mon message est clair. Roland Lescure. Les engagements pris par Bosch doivent être tenus sur la revitalisation du site et le maintien des emplois. Je m'y engage devant vous. Ces mots, Monsieur le ministre, ce sont les vôtres. Vous les aviez prononcés en tant que ministre délégué chargé de l'industrie il y a près de 3 ans dans cet hémicycle en réponse à mes interrogations sur l'avenir des salariés du site d'Onet-le-Château dans l'agglomération du Grand Rodez en Aveyron. En juillet dernier, Marc Ferracci, alors ministre de l'Industrie, se rendait sur place et affichait un optimisme rassurant. Pourtant, le 26 janvier dernier, lors du comité de suivi de l'usine, en présence de votre représentant, nos craintes se sont brutalement confirmées. Faute de perspective, Bosch organise méthodiquement son désengagement. Un plan social qui ne dit pas son nom, avec une réduction drastique des effectifs et surtout l'absence de projets industriels d'avenir. Ce qui est en cause, ce sont les choix de vos gouvernements successifs. D'abord, la fin du moteur thermique qui a condamné le diesel hybride et sinistré la filière automobile française en abandonnant les équipementiers à leur propre sort. Ensuite, des pistes de diversification immatures ou trop peu soutenues qui n'ont pu émerger, le projet Fresh2 et sa pile à combustible hydrogène enterrée en moins de 2 ans. La reconversion dans l'aéronautique ou l'armement annoncé l'été dernier et qui me semble déjà oubliée. Monsieur le ministre, cette situation est inacceptable. Je vous le demande avec gravité. La France a-t-elle un projet industriel automobile et qu'envisage concrètement le gouvernement pour garantir les reconversions attendues dans des territoires, notamment sur la commune d'Onet-le-Château? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et de l'industrie. Si, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Anglars, merci pour votre question. C'est un sujet difficile, vous l'avez dit, je le suis depuis longtemps. Bosch, à Rodez, à Onet-le-Château, s'était engagé à assurer une diversification vers les piles à combustible à hydrogène. Ce projet s'est avéré non conclusif et on est aujourd'hui effectivement avec 800 et quelques salariés qui malheureusement risquent de devenir 600 et quelques puisque Bosch a annoncé un PSE qui dit son nom d'ailleurs, hein, qui ne se masque pas et qui va... En tout cas, Bosch y engage. Jamais compris pourquoi on appelait ça PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Le but, c'est pas de sauvegarder les emplois, c'est d'en liquider. Et nous serons évidemment sensibles à la novlangue technocratique. J'allais dire, se passe bien et aussi bien que possible. Nous avons, vous y étiez le 26 janvier, par la voix de notre représentant, insisté sur le fait que Bosch devait tenir ses engagements de diversification. Croyez bien que Sébastien Martin, qui me seconde sur l'industrie, va suivre ce dossier de très près. Il va encore sortir une allégation raciste, du coup. Pour qu'à Rodez et ailleurs en France, d'ailleurs, parce que d'autres sites sont concernés, la transition... C'était la dernière question tout à l'heure à l'Assemblée. Qui doit se faire entre le moteur thermique et les autres démarches automobiles puisse se faire sans affaiblir durablement des territoires industriels, dont le vôtre dans l'Aveyron. Tu ferais une très bonne porte-parole de gouvernement, le Croque-Thune. Qui doit le rester. Donc on va suivre ça de près. J'espère que vous serez évidemment informés, je m'en assurerai, au gré de l'avancée de nos travaux, mais on reste évidemment extrêmement exigeant avec Bosch, qui doit tenir ses engagements, et de ce point de vue-là, je m'y engage également. Monsieur Anglars. Monsieur le ministre, j'entends vos réponses. Moi, je vous invite, comme il y a 3 ans, à venir en Aveyron pour expliquer tout cela aux élus et aux salariés de Bosch. Merci. Merci. Allez, plus que 2 interventions. Je vais donner la parole à notre collègue Yves Bleunven pour le groupe de l'Union centriste. Et on va avoir la réponse de la prédiction. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. En juin dernier, le tribunal de Lorient condamnait une personne poursuivie pour des faits de diffamation commis au préjudice d'un maire du Morbihan. Il y a une semaine, la Cour d'appel de Rennes a annulé l'ensemble de la procédure en raison d'un grossier vice de forme commis par le tribunal de Lorient. En effet, le président d'audience et son greffier n'avaient tout simplement pas signé les décisions prononcées au début de l'année 2025. Ces oublis de signature ont pourtant été identifiés par l'avocat
de l'élu victime. Pendant des mois, il a transmis plusieurs alertes par mail et a tenté de joindre le greffier par téléphone en vain. Aucune réponse ni aucune correction n'ont jamais été apportées par le tribunal. Or, en l'absence de signature, les décisions ne sont pas valables et l'action a été frappée de prescription, quand bien même la prévenue aurait dû être reconnue coupable de diffamation. Le Parlement et le gouvernement, dont je salue l'engagement sur ce sujet, se mobilisent déjà depuis quelques années pour renforcer la protection des élus et la répression des agressions et diffamations dont ils sont victimes. Mais à quoi bon renforcer nos lois pénales si les procédures sont annulées, faute d'être capables de faire signer des parapheurs dans un tribunal? Alors que les collectivités utilisent de plus en plus la gestion électronique de documents, comment justifiez-vous que nous ne soyons pas capables de déployer ces systèmes dans l'ensemble des tribunaux judiciaires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Moussa. Il va dire « je ne commande pas ». Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, d'abord, je voulais vous dire que, en tant que chef d'administration, je m'excuse auprès de ce maire qui, en effet, a connu un dysfonctionnement grave du service public de la justice, puisqu'en effet, le président de séance et le greffier n'ont pas rempli les tâches qui permettaient, en effet, de pouvoir condamner, en cas d'appel, cette personne, sans revenir sur le fond de l'histoire, bien évidemment. Et vous avez tout à fait raison d'interpeller le responsable de gestion que je suis. Vous avez raison, le ministère de la Justice a été ou est encore en préhistoire numérique, au moment même où nous parlons d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il y a un choc sans doute entre les discours publics, parfois même l'IA qui est utilisée par les avocats, par les notaires, dont chacun voit la grande dématérialisation. Bientôt on va apprendre que le ministère de la Justice a encore un Minitel. La justice est restée souvent 36-15 pour avoir conduit des réformes numériques très importantes, l'impôt à la source au ministère des Comptes publics par exemple, mais aussi la dématérialisation du permis de conduire au ministère de l'Intérieur. J'ai pris à la demande des deux premiers ministres successifs la hauteur des difficultés. Et je remercie Monsieur le Premier ministre qui, pour la première fois, a sanctuarisé les crédits numériques au ministère de la Justice. Et au bout d'un an, je me permets de dire, ça ne répare en rien la question du tribunal de Lorient dans ce qui s'est passé en juin dernier, mais désormais 160 des 166 tribunaux judiciaires connaissent la dématérialisation et connaissent la signature électronique. Ce que nous allons mettre en place dans les semaines et mois qui viennent, c'est effectivement des procédures qui empêchent de pouvoir envoyer aux justiciables, à leurs avocats, ou même en appel, ou aux services enquêteurs, ou à l'ensemble de ceux qui s'intéressent aux questions de justice, des documents, s'ils ne connaissent pas notamment la signature, ça empêchera de l'envoyer, on réparera ainsi les erreurs. Et pour la première fois, on met également de l'IA qui va dire au greffier, qui va dire au juge, attention, vous ne pouvez pas envoyer ou terminer ce dossier tant que vous n'avez pas rempli les cases les plus élémentaires, notamment des signatures. Ce sont des vices de forme tout à fait inacceptables, ou une lettre recommandée qui n'aurait pas été envoyée à la Cour de cassation, par exemple, et qui casse l'arrêt de la Cour d'appel. Donc des excuses renouvelées pour le maire de ce département. Ça va partir en cacahuète, que l'IA va s'auto-suicider à petit feu comme elle le fait avec tous les outils aujourd'hui. D'ici le mois de juin, l'ensemble des tribunaux de France auront les dispositions que j'ai évoquées. Moussa, il fallait encore 16 secondes. Allez, on fait 45 secondes et on est bon. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette prise en compte de Merci, Croque-Thune, de dire les essentiels. Cherchons à redonner confiance à nos élus par des textes législatifs. Faisons en sorte que les applications opérationnelles suivent dans nos tribunaux. Mais vous l'avez dit, visiblement, c'est en route. Mais bon, voilà, c'est malheureux ce qui vient de se passer. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 sur le texte « Organisation et contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». La séance est suspendue. Et voilà, c'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement côté Sénat. Deuxième partie donc qui se termine. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, on va pouvoir nous faire un petit post live, pas comme la semaine dernière où il nous aura fallu 3 quarts d'heure de plus pour revenir sur les dingueries qui avaient été dites. Une séance dans l'ensemble, si je prends Assemblée nationale et Sénat, qui s'est globalement bien passée. Voilà. On a, comme d'habitude, les dingueries de la droite, comme d'habitude. Les réponses du en même temps macroniste, comme d'habitude, de la part des ministres. Enfin, voilà, j'ai envie de dire, on est sur du comme d'habitude. Voilà, une bonne petite VOD des familles. En vrai, j'ai presque envie de dire qu'on s'est bien amusé. Voilà.
Bon, on a parlé IA dégénérative. Oh, j'ai envie de dire ça. Ça va être mon petit péché mignon de parler de IA dégénérative maintenant. Oh oui, ça va être très bien ça. Je ne mets pas de copyright sur cette expression, vous pouvez la reprendre. Juste dites que c'est de moi quand même, voilà. Hein. Je demande juste ça. Voilà, j'espère que vous, YouTube, vous aurez passé une bonne VOD sur les questions d'actualité au Sénat. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avant de partir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. On vise les 500 abonnés sur l'année 2026, donc chaque geste compte. Voilà, je compte sur vous. Je crois qu'il y a à peu près 80% des personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, donc un petit clic et moi je serai le plus heureux des streamers. En attendant, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.